Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Paulo Dantas. Monsieur Dantas, bonjour. Bonjour Philippe, ça va? Très bien, et vous? Super bien, merci pour l'invitation. Un plaisir. Paulo Dantas, on va vous présenter à l'auditoire. Vous êtes animateur à Radio-VM, à l'émission Vision d'actualité qui est diffusée tous les vendredis à 16h au 91,3 FM à Montréal. Vous êtes aussi analyste politique à TV Rive-Sud. Vous avez également écrit un livre intitulé, je le prononce en portugais, mais Conservador ou Populiste, qui est disponible sur Amazon. Finalement, vous êtes diplômé de l'Université Laval en sciences politiques, en affaires internationales du HEC Montréal, ainsi qu'en administration de l'Université Cruzeiro do Sul. Oui. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, c'est bien correct, c'est bien résumé ça. Parfait. Avant de nous lancer une grande question d'aujourd'hui, d'immigration au Québec et la politique brésilienne, j'ai pensé vous demander pourquoi faire de la radio. Rappelons aux gens, en fait, vous êtes arrivé au Québec il y a 16 ans, Oui. donc le français n'est pas votre langue maternelle, vous êtes lancé dans la radio, donc dans une langue seconde, ce qui est courageux. Pourquoi? Dans le fond, c'est ça que c'est intéressant parce que quand je commençais, j'étais au Brésil, je voulais toujours aimer les défis dans ma vie. Puis il avait aussi, j'étais déjà marié à l'époque avec mon épouse, puis on voulait vraiment essayer une autre vie. On sait pas, le Brésil, on va rentrer plus en détail après, mais le Brésil n'a jamais été au niveau idéologique, au niveau d'environnement, la place qu'on voulait enlever nos enfants. Donc on a commencé à essayer, à chercher, puis on a trouvé le Québec comme une bonne option par rapport aux programmes qui étaient disponibles pour l'immigration professionnelle. Donc, en arrivant ici, c'est sûr que quand tu arrives en tant qu'immigrant, tu as plein d'autres choses à faire dans la vie que se préoccuper avec des choses politiques. Mais la politique a toujours été une passion, puis la radio aussi. Donc, après, je suis là depuis 2009, donc ça fait 16 ans à peu près que je suis là. J'ai commencé à essayer de toucher un peu la radio, la télé. Puis c'est là qu'il y a une opportunité qui s'était ouverte à la radio. Puis j'ai embarqué dedans. Puis c'est une média que j'ai toujours aimé, que je trouve que c'est une média exceptionnelle pour informer les gens. Donc, j'ai accumulé un peu d'expérience en politique, un peu d'expérience en communication. J'ai essayé de mélanger un peu la radio. C'est vraiment, comme vous avez mentionné, c'est pas facile, surtout pour moi. C'est pas ma langue maternelle, même si j'ai appris. Juste un fait intéressant, j'ai appris mon français québécois, j'ai dit au Brésil, parce qu'au Brésil, il y avait une personne elle est une Québécoise qui est allée au Brésil pour étudier le portugais, c'est la langue du Brésil. Et après, elle a remarqué que ça a commencé beaucoup les années 2008-2009, beaucoup d'immigration vers le Québec. Donc, elle a bâti une école de Québec de français au Brésil qui s'appelle École Québec. Donc, comme on allait immigrer ici, je dis, je vais apprendre à la sauce. Donc, c'est là que j'ai appris tout mon français. Donc, quand on est arrivé ici, nous sommes arrivés ici, je connaissais pas mal. Il n'y a pas de surprise avec l'accent. On connaissait pas mal la culture parce qu'on côtoyait beaucoup de jeunes du Québec. Donc, c'est à peu près ça qui mon début au niveau de ma langue seconde, le français. Parfait. Félicitations pour le courage de vous lancer en communication en radio. Toujours un plaisir de vous écouter d'ailleurs. On parlait du Brésil, lançons-nous dans les grandes questions de politique et de sociologie brésilienne. Pouvez-vous nous décrire là avant? Bon, les Québécois connaissent le Brésil. L'auditoire n'est pas que du Québec ici, la France, même du Maghreb. Mais donnez-nous un point de vue, des grandes questions socio-économiques, culturelles et historiques du Brésil, de votre point de vue, qui est probablement mieux informé que la majorité des gens. Le Brésil, c'est ça. Il faut le connaître un peu. C'est un pays des mesures continentales. C'est vraiment presque les plus grands pays d'Amérique latine. Puis c'est un pays qui, juste pour faire une histoire courte, Je crois qu'il est 7e en superficie dans le monde. Oui, exact. Puis aussi, c'est un pays qui a eu le plus grand nombre d'esclavage. Donc, c'est un pays qui a eu beaucoup d'esclavage. Et on a eu beaucoup une période noire aussi de dictature au Brésil. C'est très, très, très difficile. Et le Brésil a aussi été un pays toujours un grand espoir à l'avenir, mais qui n'a jamais vraiment se réalisé au niveau économique. Parce que c'est sûr que la corruption, c'est un point très important au Brésil. L'économie a toujours été un peu en retard par rapport à tout ce qu'on aurait pu faire. Donc, au niveau économique, c'est ça, on se bat beaucoup. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une époque, les années 2000, à la fin 90, les années 2000, en Amérique latine, il y a eu ce qu'on appelle des pink waves, c'est comme la vague rose. C'est quand une majorité des partis des gauches ont pris les pouvoirs en Amérique latine. Donc, il y avait beaucoup d'espoir à ces moments-là, mais que ça n'a jamais vraiment
de retourner vraiment, se réaliser en tant que rêve que les gens avaient. Donc, le Brésil, il y a beaucoup de problèmes au niveau politique, au niveau social et au niveau de la violence aussi qui s'augmente beaucoup, surtout à cause des différences sociales qu'il y a. C'est les gens qui... C'est sûr, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé au Québec, c'est que ici, quand les gens disent ah, une pauvre, mais elle est pauvre ici, si on regarde au Québec, il va manger, il va avoir un toit sur la tête, ses enfants vont à l'école. Tandis qu'une pauvre au Brésil, ils ne savent même pas qu'il va manger dans son déjeuner. Donc, c'est très, très complexe au niveau socio-économique aujourd'hui, surtout à cause mais on va rentrer plus en détail au niveau politique après. Mais on est encore les pays qui tout le monde dit que ça va être les pays du futur, mais c'est un futur que ça a l'air des fois très loin, surtout de mon point de vue. Et quelles sont les clés? Pour quelqu'un qui veut comprendre le Brésil, les clés pour comprendre les grandes dynamiques brésiliennes, un peu pour comprendre le passé, le présent et l'avenir de la société brésilienne. Les clés pour comprendre le Brésil, c'est de comprendre que au début, comme on était colonisé par les Portugais, et donc quand les Portugais ils ont fui le Portugal à cause de l'invasion de Napoléon, donc ils sont établis au Brésil, puis après ils ne voulaient plus retourner. Mais le Brésil n'a jamais été capable, c'était un pays qui a toujours attendu, un peu comme l'Amérique latine, a toujours attendu un sauveur, quelqu'un qui va arriver, qui va sauver les pays, qui va tout expliquer. Donc, c'est là que ça a beaucoup ou de difficultés pour une peuple qui n'a jamais s'est battu vraiment pour arriver à certaines choses. Donc, c'est très difficile à ces niveaux-là. Puis, notre côté aussi, c'est l'économie. Elle a eu beaucoup de rebondissements parce qu'on a eu beaucoup de monnaies, beaucoup de devises, il y a beaucoup de changements économiques. Donc, on a tout essayé, mais on n'a jamais essayé d'établir. Les années 1994, le président qui est rentré après à la fin de l'époque de la dictature, c'est Fernando Henrique, il a établi une monnaie forte. C'est le real, même aujourd'hui, c'est la monnaie du Brésil. Mais au début, je me rappelle que du lancement de la monnaie, c'était pareil, $1 américain, c'était $1. Mais avec toutes les difficultés économiques qu'on a eues, aujourd'hui, c'est presque 5 par 1. Donc, c'est vraiment difficile à ce niveau-là. Puis, on n'a jamais eu au Brésil une capacité de développement interne. Tandis qu'on a beaucoup de ressources, mais on n'est pas capable d'exploiter à l'interne. Donc, c'est sûr qu'on exporte beaucoup d'aliments, c'est ça, au Brésil, au niveau de l'agriculture. C'est très fort. Mais on n'a pas encore l'expertise pour profiter internement de façon interne de nos ressources. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la productivité, c'est un problème parce qu'on a la main-d'œuvre, mais on ne sait pas comment exploiter encore. Juste pour donner une idée, au niveau économique, le Brésil n'a pas encore une compagnie qui produit ses propres voitures. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour un pays qui a beaucoup de ressources, c'est encore un peu... on a un peu un retard à ce niveau-là. Quelles sont les activités économiques ou les secteurs principaux, peut-être les exportations principales du Brésil? L'agriculture. L'agriculture, oui. C'est très fort. L'agriculture, la viande aussi, c'est super fort. On a un terrain très vaste. On dit souvent que le pays est capable d'alimenter plusieurs personnes. On a beaucoup de ressources aussi, mais la chose, c'est que ça crée un problème parce qu'avec cause des changements de gouvernement, parce qu'avant, quand c'était Lula, le premier mandat de Lula, il y avait un problème avec l'Amazonie parce qu'il était il vient quand même de milieu rural, travailleur, donc il y avait beaucoup d'appui dans ce niveau-là. Après qu'il s'est rentré Bolsonaro, c'est sûr que les gens commençaient à exploiter davantage. Donc, il y a toujours cette difficulté au Brésil de balancer entre développement économique et l'environnement. Donc, ça a toujours été compliqué. On a vu les données qui donnent la façon que les gens sont en train de brûler certaines parties pour faire de champs pour des animaux. De l'Amazon. Exactement. Ouais. Donc, c'est très dur à ce niveau-là. Mais le Brésil, au niveau de l'agriculture, c'est très fort. Au niveau de produits minéraux aussi, il y en a beaucoup. Mais on a encore un peu otage des grandes compagnies qui viennent pour exploiter, tandis qu'on aurait pu faire nous-mêmes certaines choses. Tout à fait. Revenons en 2023. Vous avez mentionné Luiz Inácio Lula da Silva, mieux connu comme étant simplement Lula. Oui. Après sa mince victoire électorale contre Jair Bolsonaro, un peu le Trump brésilien, là, après certains. Le Trump des tropiques, qu'on appelle. Exact, le Trump des tropiques, ouais, j'aime bien. Des partisans de Bolsonaro ont attaqué le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême du pays sans succès. On a compris qu'ils espéraient inverser les résultats ici, là, mais quel est l'état de la démocratie au Brésil aujourd'hui?
Ça, c'est une question Rappelons juste avant, que la dictature militaire s'est terminée au milieu des années 80. 85, oui, c'est ça. OK, pardon. Donc, allez-y. Quel est l'état de la démocratie au Brésil aujourd'hui? C'est ça, c'est une question qui est très intéressante parce que le Brésil a toujours été un pays très connu par ses libertés, une belle démocratie, mais le Lula, il faut comprendre que Lula, c'était quelqu'un, je fais une histoire courte, qui venait du milieu travailleur. Puis quand il était arrivé au pouvoir pour la première fois, c'était vraiment remarquable. C'était quelqu'un qui sortait comme d'un milieu que personne ne s'attendait à arriver au plus haut poste de la démocratie d'un pays, que c'est le président du pays. Puis son premier mandat, OK, c'était super bien fait, mais son deuxième mandat, il a commencé à donner des signes de faiblesse. Mais quand il est... Parce qu'au Brésil, tu peux pas... C'est comme un peu différent des États-Unis, mais au Brésil, tu peux juste se présenter pour 2 mandats, puis après, il faut que tu quittes, mais tu peux revenir, au contraire des États-Unis. Mais quand il était pour sortir... Vous pouvez faire 2 mandats, quitter pour un mandat et revenir. Exactement. Au Brésil, tu peux faire ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Lui, il avait sa dauphine, qui c'était Dilma Rousseff, qui c'était une catastrophe énorme. Donc, elle était... quand même, ils ont fait tout un processus d'impeachment. Elle a été fait quitter de sa job. Par la suite, à cause du jour du pouvoir puis toutes les erreurs que la gauche avait fait au Brésil, ça a quand même ouvert la place pour le Bolsonaro. Bolsonaro, c'est pas vraiment une droite, c'est vraiment une droite populiste. Il n'a pas... Et qui avait il a su quand même toucher les cordes sensibles des gens qui voulaient le changement. Donc, c'est plus un mouvement des révoltes contre toutes les années de la gauche. Mais quand Bolsonaro il rentre au pouvoir, il a, comme vous avez mentionné au début, et il était un peu la copie de Trump au niveau du populisme. Donc, il attaquait les médias, il disait que sa façon de communiquer, c'était vraiment par Twitter à l'époque. Il n'aimait pas les journalistes. Donc, il faisait un peu un copier-coller. Même ses enfants étaient proches des enfants de Trump. Donc, on voyait un peu l'avenir. Puis, à la fin, c'est comme les gens ont vraiment rentré dans une mentalité des sectes parce que les gens disaient « Ah, c'est la droite », parce que les gens ne connaissent même pas la droite. C'est le sujet de votre livre, après tout. Hein? Exactement. Donc, c'était plus du populisme, parce qu'on sait que le populisme, c'est une pathologie des démocraties, puis elles vont vraiment faire face, ils vont avoir de l'avantage dans des difficultés économiques, chose, ça c'est arrivé au Brésil, la difficulté, la crise économique qui a frappé le monde entier, puis le Brésil n'était pas épargné. Puis là, Bolsonaro a capitalisé là-dedans. Et ça a créé tout, qu'est-ce que comme vous avez mentionné, l'attaque au Capitole. Mais il faut mentionner qu'au Brésil, on a une difficulté on a les 3 pouvoirs, OK? Les exécutifs, les judiciaires, puis les législatifs, mais les judiciaires prennent beaucoup de place. Trop de place, des fois, pour vraiment aller dans des terrains lorsqu'on regarde d'autres démocraties, les juges ne vont pas. Et ça affaiblit un peu la démocratie dans le sens, je vais te donner un exemple. Qui choisit les juges? Les juges, c'est nommé par les présidents. Puis là, je vais donner un exemple. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous conter une histoire. Imaginez-vous ici quelqu'un qui est un politicien qui a été condamné. Il était accusé, condamné, puis son avocat qui l'a défendu pendant toute son époque, pendant la période, il a condamné, il s'en va en prison, puis il avait son avocat qui était à son côté. Les années passent, ce politicien, il va faire ses années en prison, puis après, il revient. Quand il revient, il va encore essayer de se réélire, puis il est capable de se réélire, puis il devient, mettons, le premier ministre du Canada. Il va ouvrir une vague dans la Cour suprême du pays. Donc, imaginez-vous ce premier ministre du Canada qui va nommer son ancien avocat qui l'a protégé pendant ces années comme juge. Ça ne sera jamais accepté ici. Mais ça arrivé au Brésil. Donc, aujourd'hui, un des juges de la Cour suprême du Brésil, c'est l'avocat à l'époque qui a défendu Lula. Donc, au niveau de l'image, puis tout le conflit d'intérêts qui vient ensemble, c'est ça la réalité. Donc, tout ça, quand les juges, puis quand aussi les juges commencent à essayer d'entrer dans les sphères, c'est législative, les judiciaires, les exécutifs qu'il faut faire les choses, ça commence à compliquer. Donc, c'est très compliqué, c'est très délicat, la démocratie aujourd'hui au Brésil, puis ça donne encore l'espace pour des affrontements, des confrontements entre de façon un peu... les branches du gouvernement. Exactement. Donc, c'est ça un peu. Vous l'avez mentionné, le Brésil semble être un pays marqué par plusieurs tensions, notamment la violence endémique que vous avez mentionnée. J'ai trouvé en ligne, apparemment 40 000 homicides par année dans le pays en entier. Mais c'est quand même un pays, 125 millions de personnes. Somme toute, il faut mettre les choses en contexte. Trafic de drogue, guerre entre factions criminelles, grève d'enseignants ou grève générale assez fréquente, déforestation, l'a mentionné aussi. Oui.
Coût de la vie à la hausse, écart massif entre les riches et les pauvres, vous l'avez mentionné. L'emploi informel reste significatif. Là, j'ai trouvé des chiffres. 40% des emplois seraient donc informels, ce qui veut Ouais. dire non déclarés, j'imagine, Ouais. là, au noir, comme on dirait ici. Comment interpréter ces tensions? Est-ce que les choses se dirigent vers une amélioration? Est-ce que les choses s'améliorent ou se détériorent en ce moment? Est-ce qu'une amélioration, comparativement à 10 ans, mettons, ou une détérioration? Moi, personnellement, je pense que ça va pas à bonne place parce que je veux donner aussi, j'aime bien donner des images. Je me rappelle quand je suis parti du Brésil, c'était 2009. Puis 2008, c'était C'est une crise économique la aussi. crise économique. Puis je pense que les magasins d'économistes, ils avaient fait une couverture qui avait les Christ Rédempteurs. Pour ceux qui connaissent le Brésil, c'est très marqué. C'est l'image de Rio de Janeiro, les Christ avec les grands bras ouverts. Et c'était comme, ils ont marqué comme vraiment une fusée qui allait vraiment monter, que ça serait être spectaculaire. Puis même à l'époque, quand j'avais quitté 2009, les gens disaient, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous votre épouse? Tout le monde s'en vient ici, l'économie commence à augmenter, les entreprises viennent ici de l'extérieur. Mais j'ai dit, non, 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 c'est correct, notre décision a été faite. Mais je me rappelle que quelques années après, ils ont repris la même couverture, mais ils ont fait la même photo, mais avec une fusée qui est en train de perdre la vitesse puis tomber. Parce que ça n'a jamais été réalisé, qu'est-ce qu'ils pensaient. Donc, c'est un peu ça, le Brésil. C'est très difficile, l'économie. Il n'y a pas vraiment une vision d'une bonne personne, parce que chaque fois qu'ils changent le gouvernement, les gens essaient de tout refaire. Donc, on est toujours à l'étape zéro. On n'a jamais un avancement. C'est toujours, il a mal fait les choses, je vais laisser ma marque, donc je vais recommencer. Puis, au niveau économique, c'est les gens qui souffrent, comme vous avez mentionné. Les gens qui travaillent, c'est quelque chose aujourd'hui. Les gens qui travaillent dans l'informalité, la violence qui augmente, les coûts de vie, les salaires. C'est incroyable quand on regarde les chiffres au niveau économique. Moi-même, je me pose la question comment les gens font pour vivre. J'ai des amis qui disent, je parle avec des gens là-bas, ils disent, moi, j'aimerais avoir un 12e enfant, mais si j'ai un 12e enfant, je fais faillite. Donc, c'est vraiment grave. Les gens on parle même pas d'acheter une maison, c'est presque impossible. Les quartiers qui sont très dangereux à cause de la violence. Donc, je pense pas que ça va dans le bon train, malheureusement. À quel point est-ce que c'est un stéréotype, j'ai envie de dire, les films comme City of God, si je me rappelle bien, là, qui dépeignent le Brésil comme étant une espèce de havre de violence où on parle des favelas. Est-ce que c'est vraiment stéréotypé ou en fait c'est quand même pas très loin de la réalité? C'est pas très loin, David, de la réalité. Parce que où les Brésil, il faut comprendre qu'il y a deux types de Brésil. Il y a les Brésil qui fonctionnent et les Brésil qui fonctionnent pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si j'ai dit, écoute, Monsieur Labrec, je vais t'amener au Brésil, mais si je vous amène dans certaines places, certaines villes, certains quartiers, puis après tu rentres ici, tu dis, Paulo, mais excusez-moi, mais j'ai rien vu, là. C'est vraiment comme ici, Montréal, Toronto. Mais ça, c'est le Brésil qui fonctionne. C'est les quartiers riches, c'est les quartiers qui sont vraiment bien, ont beaucoup de sécurité privée, donc les gens vont rien voir. Mais il y a des C'est quartiers... mauvais signe en général, quand il y a beaucoup de sécurité privée. Hein. Exactement. Donc, je connais des gens, quand j'étais à l'université à HEC, je faisais un certificat en affaires internationales, puis on faisait un travail de groupe, puis il y avait un ami qui disait, hey, Paulo, écoute, j'étais au Brésil, j'étais étonné, je dis, pourquoi? J'ai jamais vu tout ce que les gens disent, mais je dis, OK, parfait, dis-moi où tu étais. Quand il m'a mentionné les places, je dis, mais c'est sûr, tu vas jamais voir ça dans ces places-ci. Donc, lui était, OK, mais la réalité, c'est qu'il y a des places que c'est vraiment difficile. C'est sûr que les villes plus touristiques, tu es toujours plus protégé, tu es toujours plus encadré, la sécurité, c'est cher, mais... Et donc, c'est ça. Il y a d'autres types de Brésil. Il y a les Brésils qui fonctionnent, que tu peux vendre à l'international, mais les vrais Brésils, les vrais mondes, comme on dit ici, il y a beaucoup plus de gens qui souffrent qu'on pense. Et le B dans BRICS représente Brésil, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, là, pour BRICS en anglais, S, South Africa. Lula semble vouloir positionner le Brésil comme un leader du Sud global. Quelle est la géopolitique du Brésil aujourd'hui? Dans le contexte trumpien, peut-être? C'est ça que, en chance que vous avez rajouté le contexte trumpien, parce que les BRICS a toujours été aussi un bel rêve de ces pays-là. Mais depuis le début, j'ai toujours pensé que c'était très compliqué de se concrétiser, puis je vous explique, surtout avec le contexte Trump, parce que quand les BRICS, d'abord, ils ont essayé récemment
de solidifier les BRICS. Donc, ce n'est pas juste ces pays que vous avez mentionnés, mais il y a d'autres qui sont C'est rajoutés. BRICS Plus maintenant aussi. Exactement, c'est les BRICS Plus qu'ils appellent. Mais les problématiques, c'est la question idéologique. Parce que les BRICS, d'abord, ils voulaient avoir une banque de BRICS avec une monnaie de BRICS. Puis la personne qui était nommée pour être président de ces banques, c'était l'ancienne présidente qui était sur fait d'impeachment, Dilma Rousseff, qui c'était la poulain de Lula. Donc, juste pour vous compreniez un peu le contexte, ils voulaient avoir la banque, la monnaie, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, avec le contexte trumpien, ils vont pas se laisser intimider par d'autres blocs. Et la question idéologique, j'ai dit que c'est très difficile parce que dans le même groupe, tu as l'Inde, qu'on sait que c'est plus vers les États-Unis, puis tu as la Russie puis la Chine qui sont plus contre les États-Unis. Donc, le Brésil va se trouver dans une position très difficile parce qu'au niveau idéologique, à un moment donné, ça va éclater. Les États-Unis ne vont jamais permettre que Chine et la Russie commencent à avoir un pouvoir davantage dans l'Amérique latine. Donc, c'est sûr sphère d'influence américaine en plus. Exactement, vous avez tout compris. Donc, je pense vraiment que c'était une belle idée pour faire des discours, pour faire des sommets, mais en pratique, ça ne marchera jamais parce que les États-Unis ne vont jamais se laisser imposer une autre force, un autre bloc. Mais même parmi les blocs, tous ces pays-là, la façon idéologique parmi eux, c'est très difficile à se comprendre. Quand ça va arriver, les enjeux plus vraiment croustillants, on dira comme ça, pour comme faire face aux États-Unis, on sait bien que la Chine, elle essaie d'augmenter son influence en Afrique, en Amérique latine. Est-ce que les États-Unis vont laisser les BRICS à permettre les BRICS et la Chine, la Russie d'étendre toute leur influence dans l'Amérique latine? Moi, je me doute fortement sur ça. Et challenger aussi le statut du dollar, surtout. Surtout, fait intéressant, j'ai étudié la stratégie nucléaire et l'Argentine et le Brésil sont les deux seuls pays, je crois, à avoir renoncé à leur programme nucléaire conjointement pour éviter de nucléariser l'Amérique du Sud. Ce qui me mène à ma prochaine question. Avec la montée de Milei et les succès, là, d'après ce que j'ai pu lire, là, qui prennent place en Argentine avec les réformes assez radicales de Milei, qui est maintenant leader, j'ai envie de dire, économique et peut-être même idéologique de l'Amérique du Sud, le Brésil ou l'Argentine? Ça, c'est la question qui tue parce que il faut pas oublier... Ils sont toujours un peu en concurrence, hein, exactement. ces deux pays-là. Là, je fais un peu une blague, mais les Brésiliens et les Argentins, à cause du soccer, on se déteste. Donc, on a toujours été des ennemis parce que nous on dit, les Argentins, ils s'y prennent pour des Européens en Amérique latine. Ça, c'est une blague, mais on a toujours été en compétition. Mais quand ça a été les époques des Pérons, tout le péronisme en Argentine, quand c'était plus la gauche, comme j'ai fait parler, la vague rose qui a envahi l'Amérique latine, ils avaient un alignement idéologique plus asymétrique. Là, c'était complètement différent parce qu'il y a d'un côté le Brésil, Lula, qui l'économie va vraiment mal, il fait des coupures, les résultats ne sont pas là. Et de l'autre côté, qui est la gauche, parce qu'il est revenu au pouvoir. Puis de l'autre côté, tu as Milei qui était très contesté, qui c'était un peu un copier-coller de Trump aussi. Mais pendant sa campagne, tout le monde disait c'est un fou furieux, puis il va tout scraper l'économie de l'Argentine. L'inflation de l'Argentine, c'était vraiment stratosphérique, mais il commençait à contrôler les choses. Donc, est-ce que les résultats économiques d'Emilei, plus son approche avec Trump, parce qu'ils sont proches de Trump, on a vu partout avec, est-ce que lui, ça va lui donner un peu cette image de vraiment un leader auquel les États-Unis vont se coller en Amérique latine, ou ça va être Lula? Moi, je pense que ça va être très difficile pour Lula de s'imposer, parce que c'est sûr que le Brésil, à cause de sa taille, de sa force économique, c'est une force, mais au niveau des résultats, puis au niveau des conflits à l'interne, je pense que l'Argentine, il y a une petite avance dans ce niveau-là à cause que l'économie commence à monter. Puis quand les gens vont commencer à voir les résultats, ils disent, écoute, on a dit que ça allait être vraiment la catastrophe en Argentine, mais on voit que c'est pas vraiment ça. Tandis qu'au Brésil, on voit beaucoup de difficultés. Donc, à un moment donné, les gens vont faire les calculs, peut-être ils vont commencer à se poser des questions. Dernière question sur le Brésil. Il y a des élections qui arrivent en 2026, comme au Québec, j'allais dire. Au Canada, c'est maintenant. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Beaucoup de polarisation. Qui fait face à Lula, en fait? À date, il n'y a pas
personne parce que le seul candidat qui était perdu la dernière élection, Bolsonaro, il peut pas, il est peut pas se empêché. représenter Il jusqu'en peut pas se 2030, je pense. présenter exactement. Il était, son droit était chassé par la cour, tout ça. Donc, on n'a pas encore un nom pour ça. Et c'est sûr qu'il y a certains noms ici et là, mais il n'y a rien de concret. Puis Lula, les gens qui ont voté Lula aussi, qui ont le ramené au pouvoir, peut-être aussi vont se poser des questions. Donc, c'est très ouvert. On voit qu'il y a des gens qui essaient de reprendre la balle, mais il n'y a rien de concret à date. Ça va être très difficile, puis plus ça va s'approcher, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il va être très polarisé. Parce que les gens qui ont vécu les années Bolsonaro vont essayer de dire, ah, ça c'était bon, puis les gens qui ont vécu les années Lula vont dire, ah, nous, on était meilleurs. Donc, qu'est-ce que les chiffres vont dire? Mais malheureusement, ça ne sera pas une élection rationnelle encore. Ça va être très émotionnel. Puis ça va se jouer dans les émotions encore. Et puis, ça fait beaucoup de place encore au populisme qu'on a vu avec Bolsonaro en 2018. Parfait. Passons au Québec, du Brésil au Québec. Cette fois-ci, bon, on l'a mentionné, vous êtes arrivé au Québec, voilà, 16 ans. Donc, on va parler d'immigration. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre départ du Brésil? Vous l'avez fait un peu, là. Mm-hmm. Mais pourquoi le Québec et le Canada? Et comment s'est déroulé votre arrivée, votre intégration, comme on dit, au Québec? Ça, écoute, ça s'est bien passé au niveau de la langue, mais c'est quand tu décides de... Mais vous aviez commencé à apprendre au Brésil, vous avez dit. Oui, on a appris la langue du Brésil, mais c'est jamais la même chose quand on arrive ici. C'est quand même un choc culturel. Et les mots que j'aime beaucoup, que j'ai appris en français, qui définit un peu notre immigration, moi et mon épouse, c'était déraciné. C'est le mot le plus fort en français pour décrire c'est quoi, quand tu quittes tout, tu deviens vraiment... t'es personne. Je me rappelle, on se promenait au centre-ville, puis il y avait plein de monde alentour, mais tu te sens seul. Tu connais personne tu connais. T'es juste un de plus. Ça, c'était vraiment marquant, mais notre intégration, c'était bien fait. On a eu la chance de connaître des gens vraiment bienveillants. On a connu des Québécois qui nous ont beaucoup aidés ici au début pour comprendre la culture. Puis on était très ouverts aussi parce que moi et mon épouse, la première chose qu'on a fait, on voulait s'intégrer, on voulait vraiment parler français, aller où les Québécois vont. On a acheté des livres d'histoire, l'histoire du Québec pour comprendre l'histoire du Québec. C'était quoi la Révolution tranquille? C'était quoi les rapports Durand? C'était quoi? Tout ça, ça nous a beaucoup aidé à s'intégrer, mais c'est pas évident au début. Mais les Québec, c'était vraiment notre choix. Ben, plus de mon épouse, quand elle a vu les premières photos, surtout de la neige, elle était vraiment tombée en amour. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'elle, surtout, qui vient d'un côté plus chaud du Brésil que moi, mais c'était un peu... Ah oui? Ouais. Vous avez incorporé la société québécoise et comme je l'ai mentionné, pas seulement incorporé, vous y participez activement, publiquement, à la radio, politiquement parlant. Quelle est votre analyse du débat sur l'immigration vécu concrètement au Québec? Autrement dit, quel est l'état des lieux? Parce que, je vais me remettre en contexte, je peux dire, j'ai l'impression qu'une période qui s'est entamée avec la crise d'accommodement raisonnable en 2006, 7, 8, et cette période est toujours en cours, à mon avis. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quel est l'état des lieux du débat sur l'immigration, mais aussi l'immigration concrètement, comment elle se déroule au quotidien pour tout le monde, en fait. Ça, c'est intéressant parce que, comme vous avez mentionné, après les rapports Bouchard-Taylor, ça a créé beaucoup d'animosité. Puis la première chose, c'est que c'est très difficile les débats, puis je ne sais pas pourquoi, en tant qu'immigrant, c'est dur même pour les Québécois qui sont nés ici de parler des fois d'immigration parce que les gens vont dire, peu importe ce que tu dis, les gens vont vouloir t'étiqueter, t'es raciste, mais c'est pas vraiment ça. Et une autre chose aussi, les gens, des fois, dans les débats d'immigration, prennent les mauvais côtés du débat, les débats de mauvais bord, parce que les gens prennent toujours les migrants comme victimes. Les immigrants ne sont pas la victime, puis peut-être c'est un peu la cause de certains partis politiques qui veulent, qui pensent avoir le monopole de la vertu, qui vont aider les migrants. Les migrants, c'est beaucoup plus pragmatique qu'on pense. La difficulté, c'est que les gens qui n'ont pas côtoyé les immigrants, ils ne connaissent pas vraiment l'immigration, parce qu'il y a plusieurs types d'immigration, puis les gens ne connaissent pas. Il y a l'immigration, comme moi, j'ai venu comme travailleur qualifié. Il y a les travailleurs temporaires. Résident permanent tout de suite en arrivant?
résident c'est ça. permanent. Donc, c'est ça, mais j'ai des gens qui m'ont demandé, hey, je trouve pas ça mauvais, c'est juste une question. Les gens m'ont posé la question, est-ce que tu es venu par le chemin de Hockey? J'ai dit non, non, et c'est à moi d'expliquer, c'est à moi en tant qu'immigrant d'être un peu ambassadeur puis d'éduquer un peu les gens. Mais la façon que Rappelons que le chemin Roxham, en fait, c'est une entrée illégale au Canada. Exactement, mais pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas tout comment ça fonctionne l'immigration, puis c'est un peu la faute de certaines partis politiques qui profitent un peu de ça parce que c'est très parlant quand tu dis les immigrants, on va les aider, puis ça fait tout. Tandis que les immigrants sont beaucoup plus pragmatiques et les immigrants qui arrivent ici sont très politisés des fois. Des immigrants qui arrivent ici veulent s'intégrer et quand tu arrives dans une communauté, la seule chose que tu veux, c'est vraiment s'intégrer. Tu veux pas être vu comme... C'est un peu comme le Superman qui arrive. Il veut pas que personne sache qu'il a des pouvoirs. Il veut juste entrer puis marcher comme tout le monde avec son veston puis travailler. Mais c'est sûr que moi, j'ai un accent puis tout le monde va poser la question. « Hey, ton accent, tu viens d'où? » Mais c'est correct. Mais les gens n'ont pas besoin d'avoir peur de poser des questions parce que là, ça empêche les choses. Puis la pire chose que ça peut arriver, c'est que tu vas ghettoiser les gens d'une certaine façon. Puis là, quand tu fais ça, c'est encore pire parce que tu dis, c'est un quartier de telles choses, mais on ne peut pas parler de ça parce que ça va toucher. Mais non, je pense qu'il faut parler, il faut poser des questions, il faut que les immigrants, comme vous avez mentionné, moi, je ne me gêne pas d'aller vers un radio pour faire une podcast, de donner mon point de vue. Peut-être je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est normal, c'est une démocratie, on est là pour débattre. Mais quand je vois des gens qui prennent les immigrants comme des victimes, qui ont besoin d'aide, qui sont toujours faibles. Non, non, non. C'est ça que ça ressort souvent du débat d'immigration. C'est pas les côtés positifs, mais c'est plutôt du côté négatif. Puis ça complique les débats aussi. Ce qui m'amène à vous demander, quelles sont les grandes questions les plus importantes à avoir au Québec au sujet de l'immigration et comment les résoudre aussi, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on se pose des fois les mauvaises questions. Donc, on a les mauvais débats et donc on a les mauvaises réponses. Mais quelles sont les grandes questions à se poser au Québec sur le sujet? C'est comme j'ai dit des fois qu'on a des bonnes questions, on a des questions pour que personne ne veut savoir la réponse parce qu'on connaît déjà. C'est ça qu'on fait souvent. Tandis que les grands débats, c'est vraiment comment régionaliser l'immigration. Puis ça, c'est les grands débats. Les gens arrivent, c'est sûr qu'au début, tu veux aller proche de tes amis, tu cherches des valeurs sûres, des gens que tu connais, mais il y a des façons de régionaliser l'immigration. Je vais donner un exemple. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je me rappelle quand je cherchais des pays pour immigrer avec mon épouse, il y avait l'Australie qui, si tu veux aller en Australie, c'est bien correct, mais on va faire une étude de ton profil économique, puis nous, on va décider dans quelle province tu vas y aller. Et là, tu vas rester là-bas pendant 3 ans, puis après 3 ans, tu es libre avec ton résidence d'aller où tu veux. Ça, c'est une chose, les gens vont dire, ouais, Paulo, mais la charte des droits, liberté, je comprends tout ça. Mais dès que tu es invité, si tu prends quelqu'un et tu dis, écoute, je vais t'aider dans telle place, après 3 ans que tes enfants sont installés, que tu es bien habitué, je pense pas que les gens vont vouloir quitter. Et surtout que le Québec, c'est grand puis c'est beau. Une autre chose aussi, on voit souvent, on dit souvent dans la blague que le Québec a les chauffeurs des taxis plus éduqués au monde. Pourquoi j'ai jamais vu, je suis là depuis 2009, j'ai jamais vu un gouvernement qui va dire, écoute, regarde, on va faire un projet pilote, OK? On va prendre tous les gens qui sont, mettons, peu importe l'ordre professionnel, ingénieur, si vous êtes déjà dans l'ordre pour avoir ton permis d'ingénieur, je veux payer une partie de ton procès. Je vais te payer aussi une partie de ton subvention pour ta famille, mais il va falloir que tu vas dans une telle ville. Et là, après ça, il va falloir que tu travailles au minimum 3 une fois que tu vas avoir tes permis, tu vas être ingénieur ici, tu vas travailler 3 ans dans cette ville-là. Donc, les gens ne vont pas voir, parce que les gens ne comprennent pas tout d'abord comment ça commence une immigration. L'immigrant, quand il arrive, il a tellement de choses en tête, la langue, tout veut un travail. Puis étudier pour faire un ordre professionnel, vous savez bien, ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend de la concentration. Puis c'est ton enfant qui pleure, trouver une garderie, trouver une médecin de famille. En apprenant une nouvelle langue. En apprenant une nouvelle langue. Donc, c'est difficile. Mais si tu donnes un peu, comme je vais te subventionner un peu, tu vas pouvoir manger puis vivre. Et tu vas avoir le temps pour étudier. Donc, si tu enlèves cet stress-là, puis tu mets ces gens dans une place, une région qu'il a besoin, une fois qu'il va avoir son permis, je me doute fortement qu'après 3 ans, il va vouloir quitter. Parce que c'est mieux d'être ingénieur, mettons, à Abitibi-Témiscamingue, qui
placer pas rien contre les gens qui placent des nourritures dans un supermarché, mais si tu es ingénieur, je pense que Du sous-emploi. Oui, exactement. sous-emploi. Je pense qu'il va être plus content là-bas qu'ici. Des fois, les Québécois d'origine, disons, de souche, ont parfois une vision erronée de l'immigration au Québec, ou du moins incomplète. Qu'est-ce que les Québécois devraient collectivement comprendre de l'immigration et de l'expérience concrète des immigrants au Québec? Ça, c'est une question très intéressante aussi que vous me posez parce que les Québécois, ils ont la curiosité. Tu vois, les Québécois aiment voyager. Quand je parle avec des Québécois, ils sont curieux, ils veulent savoir des choses, mais des fois, ils ne comprennent pas les étapes d'un immigrant. Parce que je vois des fois que les gens arrivent, les gens veulent que les immigrants s'impliquent davantage, qu'ils prennent côté à notre langue. Mais d'abord, quand les immigrants arrivent, la majorité vient au Québec, mais vient au Canada. Ils ne comprennent pas tous les concepts des référendums, le rapport Durand, la bataille d'Abraham. C'est un sujet épineux. Tu comprends? Ils ne comprennent pas ça, les gens. Ils arrivent, je suis au Québec, mais je suis au Canada. Mais certains Québécois veulent qu'ils comprennent déjà la réalité du Québec. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça prend du temps. C'est long. Et pour être capable de poser une question, puis parler avec des gens, parler de politique. Donc, il faut donner du temps, des fois, aux immigrants, qu'ils connaissent un peu comment ça fonctionne, les structures. Ça prend du temps pour... Une chose que j'ai dit, les gens qui arrivent, les immigrants, je dis, écoute, quand tu vas arriver au Québec, là, tu peux avoir les montants d'argent que tu as à la banque. Mais deux choses que tu peux pas acheter, deux choses que tu peux pas acheter avec l'argent, c'est les contextes et la langue. Ça prend du temps pour ça. Je me rappelle que j'étais arrivé, puis je travaillais et les gens parlaient, mettons, on a regardé hier, tout le monde en parle. Ben, tout le monde riait, mais okay. Même si je comprenais la langue, je comprenais pas de quoi ils parlaient. Quand les gens faisaient des références à Passepartout, à Maurice Duplessis. Donc, tout ça, ça prend du temps. Donc, dès que les Québécois vont comprendre que ça prend un peu plus de temps pour que l'immigrant s'adapte à son nouvelle réalité, là, ça va beaucoup aider à ouvrir des portes. Puis c'est les Québécois qui ouvrent des portes. Et j'ai une amie qui travaille avec moi, puis dit hey, viens, on va jouer l'hockey causon. C'est quoi l'hockey causon? Puis il m'a expliqué, c'est cool. À Câble, j'étais bon, tu vas arriver sur glace. Puis il m'a appris à patiner. Donc, c'est un processus que c'est plus long qu'on pense, mais des gens qui, des fois, les débats, ça décroche un peu parce que les gens veulent que les nouveaux arrivent et tout de suite, ils adoptent le Québec d'abord, mais c'est un peu plus difficile quand tu es immigrant. À l'inverse, est-ce qu'il y a des mésententes ou des visions erronées des Québécois de la part des immigrants? Oui, tout à fait. D'abord, tu arrives, c'est surtout quand tu arrives ici, les gens, c'est plus une mythe après 16 ans ici. Je peux garantir que c'est une mythe que les gens disent les gens du Nord sont plus froides, les gens du Nord ne vont pas s'intégrer, les gens du Nord sont plus racistes. Mais c'est pas vrai, ça. Je dis par expérience, je peux donner plein d'exemples que en parlant de racisme, j'ai souffert plus des racismes au Brésil en tant que noir qu'ici. Ici, j'ai jamais eu un épisode de racisme dans ma vie. Jamais. Rappelons qu'au Brésil, il y a une diversité ethnique incroyable. Incroyable. Et comme l'a dit, il y a une histoire d'esclavage qui fait qu'il y a une population qui descend d'esclavage assez significative. Exactement. Donc, c'est ça que j'ai dit. Ces mésententes-là, c'est comment? Puis, il faut juste que les gens, en tant qu'immigrants, fassent leur part. C'est ça que j'ai dit à mes amis. As-tu fait ta part? As-tu appris les Français? As-tu essayé d'écouter des émissions d'ici, les journaux ici, de s'intégrer? Parce que si tu viens ici pour vivre comme tu étais à ton pays, ça ne donne rien de déménager juste de façon physique. Il faut que ton cerveau soit ici aussi. Puis quand tu vas comprendre tout ça, ça va beaucoup aider ton parcours d'intégration. Puis ça se fait tellement facilement. Puis les gens ici sont tellement ouverts, mais aussi, il y a aussi des gens qui préfèrent rester un peu, je comprends, c'est les valeurs sûres avec des gens de ta communauté, mais il faut avoir cette ouverture aussi d'aller vers le Québec. Il y a tellement de belles choses à apprendre aussi. Donc. Et si vous étiez ministre de l'immigration provinciale, quelles seraient vos réformes ou vos grandes politiques? Bon, c'est ça que je suis pas... Ça, c'est une autre affaire, mais en tout cas, à voir si... La première commençons par le nombre. Est-ce qu'on abaisse les seuils, on les maintient ou même on les augmente? La première chose que je pense qu'il faut vraiment un sommet sérieux sur l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, au moment qu'on se parle, personne ne connaît les bons chiffres.
Personne, ça décale les bons chiffres. Personne dit, on paie 45 000, l'autre, on ne parle pas de Trudeau avec son projet de 100 000. Ça, c'est notre affaire. L'initiative du siècle. L'initiative du siècle, on ne parle même pas de ça. C'est très farfelu comme idée. Mais aujourd'hui, si on parle juste du Québec, on ne connaît pas les bons chiffres. Donc, il faut vraiment sommet avec les spécialistes, avec les gens du milieu, avec les immigrants sur la table pour dire, écoute, de façon économique, de façon sociologique, de façon des nations, c'est quoi les bons chiffres? Puis à partir de ça, peu importe, si c'est pour diminuer, on va les diminuer, mais on va au moins parler avec des chiffres à l'appui. Aujourd'hui, c'est quand même que c'est une capitale politique. Un parti va dire, moi, je vais augmenter. Parce que, écoute, c'est cool, les immigrants, à un moment donné, ils vont voter. Puis l'autre dit, vous diminuer. Parce que l'autre côté, oui, les Québécois qui voient que je suis les côtés identitaires, je vais défendre les Français. Mais c'est ça la première chose. C'est voir vraiment un sommet sérieux, puis être capable de se regarder dans les yeux, puis dire, voici les résultats. Comme la commission Bouchard-Taylor, peu importe les résultats, on sait, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Les chiffres, on ne peut pas l'avoir pour telle raison. Et après, on va arrêter de jouer avec les 45 et qui diminue les sols. On va voir les vrais chiffres. On va voir tout ce que ça vient à l'appui. Puis là, on va, parce que les débats, on sait, chacun part avec ses faits. Puis on ne sait même pas c'est quoi la réalité. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne va pas voir les vrais chiffres, les vrais faits, je ne pense pas qu'on ne peut pas commencer un débat sérieux sur l'immigration. D'accord, une autre question épineuse, la question de la souveraineté du Québec et du fédéralisme canadien. On sait que c'est encore une fois épineux dans le sens où, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, là, mais les immigrants massivement votent non, ou ont voté non en 95 du moins, et aujourd'hui on s'attend à peu près à la même chose. Cependant, de mémoire, en 95, il y a peut-être un 20 à 25 % qui ont voté oui, ce qui est quand même pas minime, là, c'est quand même significatif. Mais comment est-ce que les immigrants conçoivent la question de la souveraineté du Québec aujourd'hui? Ça prend vraiment un point très spécifique. D'abord, quand les immigrants arrivent, comme j'avais mentionné au début, ils viennent au Canada, même s'ils sont au Québec. Et plusieurs ne connaissent pas l'histoire du Québec, ne connaissent pas les rapports Durand, ne connaissent pas la Révolution tranquille. Ils arrivent, ils vont rester au Québec, au Canada, parce que la majorité, un bon nombre de ces gens qui arrivent ici, ils viennent des pays qui sont vraiment fragilisés au niveau économique à cause des chicanes internes. Donc, ils veulent être dans un pays sûr. Donc, ça, c'est les premières barrières pour les immigrants de concevoir la séparation de la souveraineté. Deuxième chose... Est-ce que l'instabilité politique du pays d'origine qui a peut-être été causée dans certains cas par des mouvements indépendantistes, séparatistes, peut jouer dans la question? Ça joue énormément dans la séparation. Ça joue parce que les gens ont peur de dire « Et si jamais ça arrive la même chose, donc c'est mieux de rester dans le Canada. » Donc, c'est les premières choses que les immigrants, la majorité vont penser. Ils viennent, je vais rester dans le Canada. Une autre chose, c'est que je pense qu'il y a eu une rupture dans les sous-sociales dans les référendums de 95, parce que je me rappelle, et parce que, comme vous avez mentionné, j'ai fait un certificat en sciences politiques à l'Université de Laval, puis un des travaux, c'était vraiment d'étudier les référendums de 95. Puis j'ai beaucoup aimé étudier ça, j'ai beaucoup appris. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que lors de la soirée, quand les noms, ils gagnent, qui ici, Parizeau va poser son discours. L'argent et les votes ethniques. Exactement, mais une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est pas juste ce discours, parce que je trouve dommage qu'un homme de l'emploi de la stature de M. Parizeau est jugé par cette dernière phrase, parce que sa vie, c'était une vie incroyable, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est dommage qu'il est jugé par cette dernier mot après tout ce que cet homme a fait pour le Québec. Mais j'ai remarqué, j'ai regardé les vidéos de l'époque, quand il mentionnait cette phrase, la caméra qui tournait vers les gens qui étaient dans la salle. On voyait des minorités, je m'en rappelle très bien, oui. C'est ça. Puis ça m'a marqué parce que je voyais plein de gens issus, puis les gens étaient déçus. Donc, je pense qu'à ces moments-là, il y a une rupture dans les tissus sociaux qui, encore aujourd'hui, c'est difficile. Puis c'est sûr que sans prendre position, mais je suis un fédéraliste, moi, mais les partis fédéralistes en profitent parce qu'on sait que la peur, ça va. Et puis, mais je me rappelle cette image quand la caméra faisait les tours, puis tu vois plein de gens issus de l'immigration. Donc, les partis québécois, c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. Aujourd'hui, on voit plein de gens issus de l'immigration qui sont pour les partis québécois, mais c'est dessus, ça a été très, très marqué. Puis c'est encore... On est là-dedans, on sait que les partis en profitent d'un côté, d'autres. Même si je suis fédéraliste, je comprends les souverainistes. Je suis capable de dire, oui, depuis René Lévesque jusqu'à M. Parizeau, je comprends les pourquoi qu'ils veulent un pays. Ça, c'est pas les points.
Mais la vision des immigrants, c'est ça. Les immigrants, pour eux, ça parle très fort. On se rappelle quand il y a eu l'élection de PQ en 2012, qu'est-ce qui a fait que les PQ tombent dans les sondages? Minoritaire, avec Pauline Marois à l'époque. Exactement. C'était quoi? C'est la charte de M. Dranville. Il est point à l'air de M. PKP. Parce que les gens disent, hey, écoute, hey, les immigrants, check, ça peut arriver. Donc, c'est ça que ça manque beaucoup de... Je pense que les PQ, ils sont au courant de ça, puis qu'ils vont travailler ça vraiment pour les prochaines élections. Donc, c'est très, très fort au niveau des immigrants. Comme vous avez mentionné, la peur de se retrouver encore. Ils ont quitté leur pays. Ils se retrouvent dans un pays plus petit, puis sans compter aujourd'hui les côtés de nos amis du Sud. C'est très difficile parce qu'on sait que et les gens se posent la question, puis je pense que c'est légitime. Ils se disent, écoute, si les États-Unis sont prêts à attaquer de façon économique les Canada, t'imagines si on était juste les Québec, puis c'est là que les gens vont essayer de profiter pour un côté puis ou pour l'autre. Parfait. Je vais renchérir sur la question de l'indépendance. Oui. J'ai eu cette conversation avec différents amis de différentes origines qui vont être la plupart du temps fédéralistes aussi, mais qui vont être pour l'indépendance de leur pays d'origine. Donc le Brésil qui a obtenu son indépendance du Portugal, des Marocains donc, qui ont obtenu leur indépendance de la France, des Algériens qui ont obtenu leur indépendance de la France, plusieurs pays d'Amérique du Sud qui ont obtenu leur indépendance de l'Espagne. La liste est longue. Et pourtant, au Québec, ils sont fédéralistes. Comment on explique ce qui me semble être une contradiction? Non, du côté historique, c'est une contradiction. On peut pas nier ça. Mais du côté pratique, c'est comme, je vais vous donner un exemple. C'est la même chose ici au Québec. Pourquoi que vous croyez que les nouvelles générations des Québécois qui sont nés ici, qui ont leurs parents, leurs grands-parents ici, sont moins touchés par le côté séparatiste? Parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Ça, je ne dis pas que ça explique tout. Mais quand, mettons, les gens qui viennent de ces pays-là, la majorité, ils ont grandi dans un pays qui était déjà là. Ils lisent dans l'histoire, puis ça, oui, c'était comme ça, c'était tu. Mais plus tu t'éloignes de l'origine du fait qu'a fait les choses, moins tu te sens impliqué. Mais je vois aussi... il y a un réenracinement, en fait. Exactement. Donc, on peut rentrer dans les débats de la langue aussi. Quand on dit pour défendre les Français... Si on parle avec la nouvelle génération, on a vu des études qui disent que la nouvelle génération, puis ils sont plus à l'aise pour eux, le français, l'anglais, peu importe, ils communiquent en anglais. Pour les autres, bof, c'est pas de problème, je parle deux langues. C'est la même chose pour la souveraineté. Les gens qui sont les plus anciens, qui ont vécu la Révolution tranquille, qui ont vécu ça, c'est encore très fort sur eux. C'est sûr que pour certains jeunes, comme au PQ, ça se passe de génération en génération, mais plus on avance dans l'histoire, c'est plus difficile de garder cette source. Puis je pense que c'est ça un peu qui s'arrive avec les immigrants qui n'ont pas vécu ça. Puis je vois ça très, très dans la jeunesse québécoise. Là, tu prends des jeunes qui sont nés... Qu'est-ce que tu penses du Québec devenu un pays? Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais pourtant, tes parents sont battus pour taille qu'est-ce que tu as aujourd'hui. Pourquoi tu ne penses pas que tu aurais pu continuer cette bataille? C'est pas mon bataille. Donc, je pense que c'est un peu ça qui arrive. Puis, par expérience, c'est la même chose. Moi, j'ai lu les livres d'histoire, le Portugal. Mais dans ma tête, c'était une autre époque. C'est très loin. Donc, je pense que cette règle des temps, là, ces questions de temps, ça fait un peu que ça vient un peu... je pense que ça explique tout, mais c'est mon avis. Il y a une élection fédérale qui s'est entamée. On est en pleine période électorale au Canada. De un, quelles sont vos prédictions? Et de deux, quel rôle joue l'immigration dans cette élection, s'il joue un rôle d'ailleurs à vos yeux? Oui, l'immigration d'abord, ça joue un rôle très important. On voit juste de regarder où les candidats font leur point de presse. C'est toujours des quartiers qui ont beaucoup d'immigrants parce qu'on sait que les immigrants, il y a une force, même s'ils sont depuis là longtemps. Puis c'est sûr que les immigrants font aussi un poids. Puis les gens vont, mais pas au Québec, mais si on va à Toronto, de notre ville, les gens vont vraiment aller avec les communautés qui sont établies ici depuis longtemps. On dit les communautés indiennes, les communautés chinoises. Ou récentes. C'est exactement. Ouais. Donc les gens, ils savent qu'ils vont y aller parce qu'ils ont une chance. Puis on a vu pendant des époques, certains accommodements qui ont été faits en sachant qu'ils étaient clairement pour une certaine communauté vers d'autres. Donc ça, c'est une chose. Au niveau du clientélisme. C'est du clientélisme politique. Ouais. On voit ça clairement. Puis à un moment donné, je me pose des questions en tant qu'immigrant aussi. Jusqu'à quand les immigrants vont se laisser
utiliser aussi parce qu'à un moment donné, c'est bien beau. Ah, moi, j'ai un candidat qui vient, mettons, de tel pays, tu vois. Moi, je suis, oh, wow. Donc, il y a ça aussi, c'est du clientélisme. D'autre côté, il y a les côtés pratiques parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui de voir la façon que les médias voient, mettons, M. Carney. Si on prend M. Carney, il s'y cache carrément. On voit que son équipe, c'est comme un enfant qui, sa mère va le mettre dans un papier boule avec des cartons avant qu'il sorte pour jouer au parc. Ouais. C'est très protégé. On a vu qu'il a tout ce qui... Il vient pas au Québec, il donne pas des grandes entrevues en français. Puis il n'a encore rien prouvé. C'est sûr qu'il a un CV impeccable, je lui donne ça, mais il n'est pas testé. On voit que quand il donne certaines conférences de presse, il se fâche très, très facilement. Puis vous connaissez la politique comme moi. Une campagne, c'est long, tu te réveilles tôt, puis c'est les journalistes, c'est des annonces, il faut que tu aies les mains. Même, j'ai vu, je le disais ce matin, qu'il arrive, il sait 2-3 mains, puis après, il part. Il n'est pas comme Trudeau avant, qui restait, qui faisait de égaux portraits. C'est pas la même chose, parce qu'il n'est pas un politicien. Puis l'autre côté, les gens, on a M. Poilièvre, qui... Les gens, on voit les sondages, à cause on sait que les questions de nouveauté, ça joue beaucoup, mais je pense qu'il faut faire beaucoup d'attention. Je suis très à faveur des sondages, je crois 100% au sondage, mais je me rappelle que M. Carney peut souffrir du même problème qu'était Mme Harris. Mme Harris aux États-Unis était tellement protégée parce qu'ils allaient bien aux démocrates. Ils disaient non, on va la protéger, on va tout contrôler, ça va être très, très aseptisé, on va tout. Mais on a vu les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui ont démontré la difficulté qu'ils ont aux États-Unis de sonder les gens de droite. Parce que les gens qui, à cause des médias, à cause de tous les contextes, peut-être ils vont dire à leur non, moi je ne suis pas de droite. Mais quand ils vont être seuls dans les zouloirs, peut-être ils vont dire moi je veux du changement. Donc oui, je prendrais cette avance de M. Carney, je prendrais avec une grain de sel parce que ça se peut que les gens disent ah ouais, Carney, mais les conservateurs, peut-être que les gens qui sont tannés, parce que, juste pour résumer, tu peux pas cacher 10 ans des trous d'eau, des dépenses, des dettes, des migrations complètement sans contrôle, incontrôlées, avec un mois de Carney complètement protégé. Et ça, tu peux pas faire ça. Donc, je pense, peut-être je me trompe, mais que on va avoir une surprise quand on va voir les résultats parce que les gens vont peut-être avoir les mêmes facteurs qu'il y a aux États-Unis 2 fois de plus. Qui ont porté Trump au pouvoir. Exactement, qui ont porté Trump au pouvoir. Puis les gens vont dire, mais comment est-ce qu'on n'a pas été capable de sonder ces gens-là? Où on a manqué? Puis peut-être on va se poser la même question après l'élection fédérale. Paulo Dantas, où est-ce qu'on peut vous lire, vous écouter, vous suivre? Écoute, moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup les Twitter pour échanger. Donc, c'est Paulo _Dantas_CA. Je suis, comme vous avez mentionné, à Radio VM chaque vendredi à 16h. Et d'abord, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes un collaborateur, que vous venez souvent dans mon émission. Merci beaucoup. Un plaisir. Et je suis aussi à TVRS pour faire j'ai fait toute l'analyse aussi au niveau de la politique pour la révision des fédérales, municipales et provinciales. Paulo Dantas, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.